Salut, c'est Thomas Rozek. Mois de juillet compliqué pour l'industrie du jeu vidéo. Alors qu'on pensait que le secteur avait fait quelques progrès 6 ans après le Gamergate, cette vaste campagne de cyberharcèlement qui avait mis en lumière le sexisme outrancier qui affectait le milieu, une toute récente enquête de nos confrères de Libération vient nous démontrer qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Centré sur le studio Ubisoft, fleuron français, l'un des poids lourds du secteur, les articles et les témoignages qui les composent font état d'un climat délétère, notamment du fait des agissements présumés de plusieurs personnalités, dont le vice-président éditorial Tommy François, depuis mis à pied le temps d'une enquête interne sur les accusations dont il fait l'objet. Qu'est-ce qui a permis à ces actes de perdurer dans l'impunité et qu'est-ce qui a fait qu'enfin le silence ait été brisé? C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cette enquête, ce sont mes deux confrères Marius Chapuis et Erwan Cario, de Libé donc, qui l'ont menée. J'ai passé un coup de fil à Erwan pour qu'il nous raconte comment, après des premiers témoignages relayés sur les réseaux sociaux, ils ont remonté le fil de cette histoire. On sait très bien que dans le mouvement MeToo ou dans tous les autres mouvements qui sont de cet ordre-là, il y a effectivement une première étape qui est cette libération de la parole sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'il y ait l'étape suivante. Il faut que, sans mettre notre métier un peu sur un piédestal, mais il y a un besoin d'enquête journalistique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui ne peuvent pas se contenter de témoignages très courageux. Hein. Je ne nie pas du tout et je ne veux pas du tout diminuer l'importance de ces témoignages-là. Mais il doit y avoir enquête. Il doit y avoir un travail à côté. Et puis avec Marius, on a commencé à creuser, on a commencé à tirer sur les petits fils qui dépassaient de la pelote de laine. Et puis, sans trop savoir. Au début, on était très focalisé sur Tommy François. On a eu des pistes, des sources qui nous ont donné des noms de gens qui auraient pu être concernés. Juste une anecdote, mais je me suis remémoré le début de l'enquête, mais les premiers mails que j'ai envoyés aux témoins, alors c'est un peu, on balance des bouteilles à la mer, on ne sait pas si on va avoir de réponse, on utilise des canaux qui ne sont pas super certains, comme LinkedIn par exemple. Hein, quand on envoie un message sur LinkedIn, je ne sais pas toi, mais on est à peu près sûr de ne pas avoir de réponse. Donc on est vraiment un peu dans le côté bouteille à la mer. Et j'ai regardé les premiers messages que j'ai envoyés. Dans les premiers messages, je ne nomme même pas Tommy François. Une source nous a indiqué que quelqu'un au sein d'Ubisoft vous avez eu peut-être des problèmes et que c'est peut-être à la suite de ça que vous avez quitté l'entreprise. Donc je ne nommais personne. On était vraiment dans le flou. On était comme ça en introduction. Et puis, ces petits fils de la pelote de laine, on les a tirés et il y en a d'autres qui sont venus et c'est allé très vite. Peut-être qu'on peut préciser un peu pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers à 100% de l'univers du jeu vidéo et du monde d'Ubisoft en particulier. C'est qui Tommy François ? Tommy François, c'est un ancien journaliste qui a notamment bossé, qui est connu publiquement pour avoir été un des présentateurs de la chaîne Game One au début des années 2000, qui a été recruté à Ubisoft en 2005 pour rejoindre l'équipe de Serge Asquette. Serge Asquette étant le grand patron de la création à Ubisoft. Il faut savoir que Ubisoft, contrairement à d'autres grands noms du secteur du jeu vidéo, n'est pas une entreprise qui est dirigée par le business. Alors le business est important, hein. Ils ont sans doute comme tout le monde les yeux rivés sur leur cours de bourse, mais en termes de direction, Ubisoft est une entreprise qui est dirigée par la création. C'est juste pour dire le pouvoir qu'a Serge Asquette, qui est donc le grand patron des créatifs d'Ubisoft. Et donc Tommy François a été recruté pour être à son service en 2005 et petit à petit, il est monté dans cette hiérarchie jusqu'à arriver récemment au poste de vice-président éditorial d'Ubisoft. Et à ce rôle-là, dans une partie de son travail, consistait notamment à enrichir la réflexion des créateurs de jeux vidéo sur un projet, par exemple, où ils vont mettre en scène un pays en Amérique du Sud dans l'univers des narcos. Et Tommy François va organiser pour les développeurs des voyages sur place, des contacts sur place pour aller s'inspirer, pour aller rendre crédibles les univers qu'ils construisent.
Et donc, c'est dans ce cadre-là, voilà, qu'il a un rôle un peu d'inspirateur. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté à l'extérieur. C'est donc un personnage important à Ubisoft, un personnage de premier plan et stratégique dans le développement de cette entreprise, ce qui amène à la corollaire de toutes ces enquêtes, et on a parlé tout à l'heure de MeToo, la difficulté permanente de ces enquêtes-là, c'est qu'elles visent des personnages influents avec du pouvoir dans le secteur dans lequel ils officient, et que donc la difficulté d'obtenir des témoignages est démultipliée. Oui, elle est démultipliée, et en même temps, il y a eu MeToo. Et en même temps, moi, c'est quelque chose que qui m'a frappé, qui m'a troublé, qui m'a ému. Enfin, c'était que les témoins qui nous ont contactés, celles et ceux, mais c'est vrai que c'est les femmes qui ont une importance capitale dans cette affaire, celles qu'on a contactées, avec qui on a parlé, nous ont toutes dit pratiquement qu'aujourd'hui, elles sentent qu'elles ont une responsabilité, qu'elles ont comme un devoir de prendre la parole. Alors, c'est pas que celles qui le font pas ne sont irresponsables, c'est pas du tout ça que je dis, c'est quand même un acte qui est courageux, un acte qui est risqué pour elles. Moi, je ne les connais pas, elles ne me connaissent pas. Parler à un journaliste qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui peut être terrifiant et qui l'est sans doute. Mais c'est vraiment un discours qu'on a eu, c'est que si elles prennent la parole aujourd'hui, là, ça a l'air cliché de le dire, mais la libération de la parole, c'est pas un vain mot. C'est comme si y avait quelque chose qui avait été sous cloche pendant très longtemps et que la pression s'était accumulée et que finalement, MeToo a créé des micro-fissures dans cette cloche et qu'à un moment, ça ne tient plus. Et à un moment, quand la parole se libère, elle se libère vraiment. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est pour ça que, voilà, MeToo, c'est 2 ans d'enquête. Nous, c'est 6 jours. Certes, on n'a pas beaucoup dormi et on n'a pas fait grand-chose d'autre, mais c'est tout ça pour dire que s'il n'y avait pas eu MeToo avant, je pense que ça n'aurait rien eu à voir et on n'aurait peut-être pas pu le sortir. Ce qui est toujours intéressant avec ces affaires-là, c'est de voir au-delà des cas personnels et des histoires personnelles que ça met en place et des responsabilités des uns et des autres, c'est de voir le système derrière qui a permis à ces dérives et à ces actes de perdurer, voire qui a couvert ces actes. Qu'est-ce que vous avez pu comprendre et pu voir avec Marius en gros, du laisser-faire potentiel d'Ubisoft vis-à-vis de tout ça? Ça a été vraiment ça a été notre découverte. C'est-à-dire que nous, on commence à enquêter sur les agissements d'une personne. Et puis, on commence à récolter quelques témoignages, quelques bribes. Au début, étrangement, c'est des témoignages d'hommes, au début. C'est peut-être pas un hasard, hein. C'est peut-être les premiers qui ont peut-être moins d'enjeux ou qui sont peut-être plus habitués à prendre la parole. Et même déjà, on commence à percevoir quelque chose qui dépasse le cas particulier des témoignages qu'on a pu recueillir concernant Tommy François. Et c'est là où on se rend compte que ce qu'on nous décrit, c'est un système de protection, une culture du silence, et le fait que rien ne peut remonter, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose à l'intérieur d'Ubisoft qui empêche la parole, qui empêche les témoignages, et surtout qui protège une certaine catégorie de salariés, les gens qu'ils appellent les talents, donc les superstars d'Ubisoft, alors qu'ils ne sont pas forcément des superstars à l'extérieur, qui n'ont pas leur nom sur la jaquette, mais qui sont des gens qui sont considérés, en tout cas par ce qu'ils appellent le top management, pour reprendre le lexique local, comme des indispensables. Et ceux-là, eh bien, on peut pas, ils sont indéboulonnables, et même
ça a été aussi une des découvertes qu'on a fait. En tout cas, des témoignages nous racontent que même quand ils sont confrontés à des cas très concrets, très graves, sans doute avec des tonnes de preuves, à des faits de harcèlement ou d'agression, en tout cas c'est ce que des témoins nous ont raconté, ils seraient déplacés dans d'autres studios d'Ubisoft, parce que Ubisoft est une entreprise mondiale, c'est un groupe composé de différentes entreprises, et donc à partir de là, ça devient assez facile, voilà, de déplacer le problème plutôt que de gérer vraiment les choses à la source. Ça a été quoi la réaction à la fois d'Ubisoft et des principaux concernés, notamment de Tommy François, à la publication de ces infos dans Libé? Pour l'instant, on sait que Tommy François a pris un avocat, on n'a pas de nouvelles. Voilà, donc c'est pas, il n'y a pas eu de réaction officielle de sa part, mis à part quand même que on lui a posé la question et il dément catégoriquement toutes les accusations qui sont portées contre lui. Concernant Ubisoft, on a eu une réaction immédiate aux questions qu'on leur a posées à la suite de l'enquête pour notre enquête, qui était une réaction en cohérence avec le premier communiqué que Yves Guillemot avait transmis aux équipes quelques jours auparavant, juste après les révélations sur Twitter, qui était un communiqué disant que voilà, ils ont conscience qu'il y a des choses qui se sont passées, que ils sont en train de prendre des mesures en interne, qu'il y a une enquête diligentée à propos des faits qui ont été rendus publics, une enquête confiée à un cabinet externe, c'est un point important. Donc c'était les éléments qu'ils nous ont transmis. Et au lendemain de notre enquête, donc 24 heures après la publication de l'enquête de Libération, il y a eu là pour le coup un mail interne signé de Yves Guillemot, donc le PDG d'Ubisoft, à tous les salariés, détaillant quand même des mesures un peu plus musclées que la première annonce. La question que ça pose derrière, c'est sur l'univers du jeu vidéo en général. Il y a 6 ans, il y avait eu un grand mouvement, choc, je ne sais pas trop comment le décrire, autour du Gamergate, qui, pour la faire court, était une espèce de déferlement d'harcèlement sexiste qui, suite à une histoire entre une développeuse et un journaliste jeu vidéo. Bref, tout ça avait mis sur la table un problème assez flagrant de sexisme assez débridé dans l'univers du jeu vidéo. On aurait pu croire que en 6 ans, il y avait eu du progrès de fait, vu les évolutions notamment de la société autour. Finalement, ce dont on se rend compte avec une affaire comme Ubisoft, sans en faire un symbole plus que ce qu'elle n'est, c'est que ce travail-là n'a pas été fait. Ce travail-là n'a pas été fait. Il n'y a pas eu on va pas dire qu'il n'y a pas eu d'enseignement. Il y a eu un impact du Gamergate. On le voit, même si c'est sembler anecdotique, mais même aujourd'hui dans les productions de jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, pas toutes, hein, mais on sent qu'il y a un mouvement. On peut trouver des héroïnes peut-être un peu plus souvent. On sent qu'il y a un début de réflexion au sein de la production de jeux vidéo. Un début, hein. On n'est pas dans la grosse remise en cause, mais on va aussi prendre ce qu'il y a de positif. Ce que notre enquête a montré, c'est que oui, au niveau des grands créatifs, des postes à responsabilité dans le jeu vidéo qui restent quand même un univers très masculin, Ubisoft, sur tous les salariés, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Enfin, 78% d'hommes, 22% de femmes pour être exact. Donc voilà, il y a forcément, voilà, c'est un univers où les hommes sont à responsabilité. On sait très bien que c'est le terreau idéal pour que se développe ou que prospère une culture toxique. On le sait, c'est pas que dans le jeu vidéo, hein, qu'on met dans un environnement 80% d'hommes et 20% de femmes, c'est quasiment immédiat, et que pour aller à l'encontre de cette culture toxique qui va se développer si on ne fait rien, il faut justement faire quelque chose. Il faut être proactif, il faut avoir des mesures concrètes, il faut avoir des actions, il faut avoir des choses, je répète, mais il faut avoir des choses mesurables, il faut faire comme ça, il faut être proactif. Ce que Ubisoft n'a pas fait suffisamment, et ce que l'industrie du jeu vidéo ne fait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a cette culture du cool dans le jeu vidéo, il y a cette culture du fun, et peut-être qu'il y a une sorte de méthode Coué qui est on est cool,
on est inclusif, on est divers, on accepte toutes les religions, on accepte toutes les opinions politiques sont les bienvenues, donc on est tous ensemble, on est une grande famille, on est cool et donc ça va bien se passer. Et c'est un peu ce sentiment qu'on peut avoir chez Ubisoft, c'est-à-dire qu'il y avait un affichage, même en interne, hein, il y avait des vidéos internes sur la diversité, il y avait des choses comme ça auxquelles on a eu accès, voilà, avec à Ubisoft, on est gentil, on est tous ensemble et c'est super. Sauf que pour lutter contre une culture toxique, et on le voit aujourd'hui, et c'est pas que à Ubisoft, mais principalement là pour le coup aujourd'hui c'était à Ubisoft, pour lutter contre une culture toxique, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut pas se contenter de grandes phrases. Et on en revient à cette idée de système qu'on évoquait tout à l'heure et de la permissivité potentielle que ça inclut. Il y a notamment moi un élément de l'enquête que j'ai trouvé saisissant à ce titre, c'est le moment où vous expliquez que, en gros, dans des entretiens d'embauche, il a été demandé à des femmes si elles étaient plus ou moins sensibles à on va dire une forme de culture virile avec des blagues lourdes, des remarques un peu déplacées. C'était du coup conscient que ces problèmes existaient, mais on inversait le problème en disant bon, est-ce que ça vous dérange pas trop finalement ? Dans cet extrait, donc qui est issu d'un compte-rendu du comité d'entreprise de décembre 2019, hein, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui s'est passé en 2009 ou en 2001 ou en 98, hein, on est en décembre 2019. Oui, il y a cette question, est-il normal que dans un entretien d'embauche, on demande à un candidat ou une candidate si elle se sent prête à travailler dans un milieu assez viril où on s'échange des blagues sexistes. Ce qui est un peu terrifiant dans cette histoire, c'est peut-être pas tant l'existence de cette chose-là. On va se dire que les gens dans un entretien d'embauche, ça peut être des managers, ça peut être des choses comme ça. C'est la réponse officielle d'Ubisoft, de la direction à cette question. C'est sans doute un mauvais choix de mots. Et encore une fois, on arrive là-dessus, c'est-à-dire que finalement, le problème n'est pas forcément sur... il est là, hein, il est sur la présence d'éléments un peu toxiques, sexistes, misogynes, un univers comme ça qui fait pas envie. Mais c'est la non-prise de conscience à un niveau au-dessus qu'il s'agit d'un problème fondamental, qu'il s'agit d'un problème structurel. Quand on répond à cette remarque, il s'agit sans doute d'un mauvais choix de mots, ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de se passer à quelques mètres de là où on est. Ça a l'air d'être une anecdote, mais c'est tellement révélateur. On n'a pas eu... Dans ce genre d'enquête, on a surtout des témoignages et ils ont une importance fondamentale. C'est des anciennes victimes, des témoins, des choses comme ça. Et c'est fondamental. Évidemment, dans ce genre de cas, on n'a pas forcément beaucoup de traces écrites, de documents, parce que c'est des actes qui se passent dans la vie de tous les jours. Et donc, il faut recueillir la parole et c'est là le geste important. Mais parmi les quelques sources écrites, on a cet échange qui tient en 2 lignes, il permet de comprendre presque à lui seul d'où ça vient et pourquoi il y a ce système de silence et de protection qui se met en place, limite de façon induite. Et dans son message qu'on évoquait plus tôt, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a promis, je cite, un changement structurel en totale adéquation avec nos valeurs qui ne tolèrent aucun comportement toxique et veillent à ce que chacun se sente en sécurité pour s'exprimer. Merci à Erwan Cario pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de remonter vos masques sur le nez et pas en dessous parce que sinon ça sert à rien. Et à demain pour un nouvel épisode.